Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur notre plateau édition spéciale. Nous parlerons du ministère de la femme ou bien du ministère en faveur des femmes qui existe au sein de l'Église mondiale adventiste. Mais qu'est-ce que le ministère de la femme? Quelle est sa vision? Quelles sont ses missions pour le Pacifique Sud, mais particulièrement pour la Polynésie française? Pour répondre à ces questions, nous accueillons parmi nous Erna Johnson, responsable du ministère des femmes au sein de la division du Pacifique Sud. Erna, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu brièvement te présenter? Bien sûr, je ne sais pas si ça va être brief, mais on verra. Oui. Je suis d'origine d'Islande, qui est dans le nord, Voilà. tout près de Père Groenland, Noël. oui. Et je suis allée à l'âge de 17 ans, je suis allée en Angleterre dans notre collège, là où j'ai rencontré mon futur mari, qui vient de l'île Maurice. Alors, Oui. le nord Et a rencontré le sud. Tout à fait, tout à fait. Nous nous sommes mariés en 1968, alors ça fait presque 50 ans. L'année prochaine fera 50 ans. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Il m'a enduré pendant 49 ans, et moi aussi. Oui. Voilà. On a deux enfants. Un fils qui est pasteur et qui est président d'une des fédérations en Australie. En Australie. Une fille qui est infirmière. Et nous avons 8 petits-enfants. Eh bien, Et, Dieu vous a béni. Oui, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? On a passé pas mal de temps dans le monde entier. On a fait 3 ans de Collonges, où Eddie a étudié la géologie. Ensuite, on est allé à l'île Maurice pour 3 ans. Et de l'île Maurice, on est allé en Afrique, missionnaire en Afrique, au Zaïre, qui maintenant est la République démocratique du Congo. De là, on a été appelé pour aller au Canada. Et du Canada, on est allé en Nouvelle-Calédonie. De la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande en Australie, et je ne bouge plus. Voilà, on ne bouge plus là, hein. On reste là. Hein. Voilà. OK. Eh bien, vous êtes des globetrotters, hein? Oui, et c'est à la buanderie de Collonges où j'ai appris le français. Avec les amis. Avec les gens qui travaillent avec moi à la buanderie. Puis, je n'ai jamais appris à écrire le français, je n'ai jamais appris la grammaire, etc. Alors, si je fais des fautes, eh ben... D'accord. On sait pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, OK, c'est en travaillant donc à la buanderie de Collonges. Oui, hein? pendant 3 ans, 8 heures par jour, 5 jours la semaine. Oui, OK. Eh oui. D'accord. De bons vieux souvenirs, ça. Ah hein? oui, bien sûr, bien sûr. OK. Donc maintenant, tu œuvres au sein donc, du Pacifique Sud, Oui. au niveau du ministère de la femme. Oui. C'est bien ça. Hein? Mais comment arrives-tu à concilier, et je vais mettre ce mot-là entre parenthèses, mesdames, s'il vous plaît, je le mets vraiment entre parenthèses, comment arrives-tu à concilier tes devoirs en tant que femme de pasteur et ta mission à la tête du ministère, parce que c'est une mission à part entière, hein, Oui. au sein du ministère, à la tête du ministère de la division du Pacifique Sud? Bon, pour arriver à répondre à cette question, il faut que j'arrive vraiment en arrière, quand j'étais petite. En tant que petite, je prenais toujours la part de ceux qui étaient où les petits et les autres les maltraitaient, etc. Donc, tu les défendais? Je défendais toujours. Je n'étais pas très grande moi-même, mais je défendais toujours. Quand je suis devenue femme de pasteur, je me suis rendu compte que les femmes adventistes n'avaient pas vraiment la place au niveau des hommes. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose parce que ce n'est pas normal, ça. Alors, dans chaque église que mon mari avait, moi, je prenais soin des femmes. Amen. Une fois par mois, c'était avant même que le ministère de la Femme était devenu officiel dans l'église adventiste, parce que ça s'est fait seulement en 1995. Mais moi, je suis femme de pasteur depuis 1980. Avant, j'étais épouse de missionnaire, etc. Mais une fois par mois, j'ai invité les femmes de venir à la maison. On étudiait la Bible ensemble. Ensuite, on faisait des activités. Je leur enseignais comment faire des repas végétariens, comment faire du pain complet qu'on ne pouvait pas acheter au magasin. Et je faisais amitié avec ces femmes.
Et quand mon mari allait visiter les membres, j'allais avec lui. D'accord. Pourtant, j'avais 2 enfants, puis je travaillais aussi à l'extérieur. Tout à fait. Ensuite, quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, en fin 96, je me suis dit, bon, on a commencé le ministère de la Femme au niveau mondial en 95, pourquoi je ne ferais pas ici en Nouvelle-Calédonie? D'accord. Et comme je n'avais pas le droit de travailler, étant pas calédonienne, je me suis dit, bon, je vais commencer quelque chose ici. Et mon mari, il était le président de la mission, il me dit, vas-y Erna, fais comme tu veux, je ne te donne pas d'argent, mais vas-y, fais comme tu veux. Alors, j'ai commencé, j'ai été formée au bureau de la division, mais en même temps que Vasti, qui a pris la relève ici en Polynésie française. Et c'est là que Vasti et moi, nous sommes devenues des copines. Voilà. Et en 98, pour la première fois, elle m'invite à venir donner des cours ici à Tahiti. C'était à Pic-Vert. Voilà, au Pic-Vert. 98. Et Vasti a beaucoup œuvré. Et on rend hommage à cette grande dame. Oui, oui, c'est vrai. Alors, de là, on a été transféré, comme je te dis au commencement, on a été transféré en Nouvelle-Zélande. Et alors, en Nouvelle-Zélande, ça c'était en 2001. On m'a demandé de prendre la responsabilité pour l'Union, votre Union, et aussi la Fédération du Nord de la Nouvelle-Zélande. Alors, que j'ai fait pendant 4 ans. Et c'était aussi, on dirait, oui, c'était un challenge parce qu'il y avait les 2 missions francophones et puis le reste, c'était anglophone. Et jusqu'à ce moment-là, presque rien n'avait été fait en français. Alors, je fais de mon mieux de vous donner des ressources en français. J'ai vu le matériel sur le site de la division. Oui. Hein, voilà. Donc, tu as vu qu'il y avait une section francophone. Voilà, français. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, je suis allé fouiller un petit peu. Je vous invite à aller voir le matériel. Hein. Il y a du matériel en français. Ah voilà, oui. Dans ce ministère-là. Voilà. En 2008, j'ai reçu l'appel de prendre la relève à la division. Alors, ça veut dire toutes les îles du Pacifique Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tout. Et quand on m'avait demandé, le président était Dr. Barry Oliver à ce moment-là, il m'a dit, Erna, tu as été choisie à cause de ton expérience de passé et aussi parce que tu parles français. Il me dit, Erna, je veux te demander de prendre bien soin des francophones. Amen. Mais il n'a pas fallu me convaincre parce que j'étais déjà convaincue. Alors, j'ai fait la promesse aux 2 missions et demie, parce qu'il y a aussi une partie de Vanuatu qui est francophone. Je leur ai dit, toutes les ressources que je vais faire pour les anglophones, je vous le ferai en français. Amen. Et alors, c'est comme ça que je travaillais depuis 2008 et ensemble. Ça a pris du temps, ça, pour la traduction du matériel. Et ça coûte de l'argent parce que moi, je ne peux pas le faire, je ne connaissais pas trop le grammaire. Je n'ai pas appris le français à l'école, quoi. J'ai appris en écoutant. Tout à fait. Et je sais que j'ai mon accent à moi. Il y a des gens qui me demandent, mais où viens-tu? Quel est ton accent? Je dis, c'est mon accent à moi. Voilà, tout à fait. C'est bien de chez moi, dans mes origines. Exactement. Okay. Oui. Donc voilà. Maintenant, je disais tantôt comment concilier donc, le travail au sein du ministère et tu es femme de pasteur. Hein? Oui. Mais à quel moment as-tu senti l'appel? Et comment ça s'est manifesté? Peut-être je devrais te donner le commencement. J'étais baptisée à l'âge de 12 ans, mais ce n'était pas mon choix à moi. C'était un pasteur qui est venu qui m'a dit, Erna, tu as 12 ans, c'est l'heure de se faire baptiser. Bon, j'avais aucune... je ne voulais pas être ailleurs qu'à l'église adventiste, mais ce n'était pas mon choix. Mais quand je me suis mariée avec Eddie, il m'a donné le livre Jésus-Christ. En anglais, c'est The Desire of Ages. On n'avait pas ça en islandais. Alors, c'est là, à ce moment-là, que j'ai vraiment été convertie. Et en tant que femme de pasteur, je sentis l'appel. Ce n'est pas seulement mon mari qui est le pasteur, parce que l'Église est remplie d'hommes et de femmes. Et comme toujours, je voyais que les femmes étaient un petit peu... pas tout à fait 100%. Et dès ce moment-là, je me suis dit, bon, Dieu a une place pour moi. Et en 97, quand j'ai commencé le ministère de la femme en Nouvelle-Calédonie, eh bien, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai senti l'appel. D'accord.
Et que Dieu me dit, Erna, tu as des dons et des talents. Parce qu'il y a une chose que peut-être les autres femmes vont aussi comprendre. Moi, je ne pensais pas que j'avais des dons et des talents. Et que j'étais juste la femme de pasteur. Et les choses que les membres d'église ne voulaient pas faire à l'église, ben, Erna va le faire. Mais Erna n'avait pas tous les dons et les talents. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu m'a donné des dons et des talents qu'il voulait que je les mette à son service. Alors, depuis 1997, je n'ai pas reculé, c'est toujours en avance. OK, donc c'était là l'appel, hein, oui, que tu as vraiment senti. Hein. Oui, et alors... Un peu avant. Même peu avant, mais je ne savais pas. Je n'étais pas au courant que c'était un appel. Mais pour la différence, être femme de pasteur et être moi-même, on dirait pas pasteur, mais ministre, si vous voulez, c'est la même chose. Eddie et moi, nous travaillons ensemble. Oui, tout à fait. Il y a des femmes dans l'Église, il y a des hommes dans l'Église. Moi, c'était beaucoup plus possible pour moi d'aller voir les femmes qu'aller voir des hommes. Et alors, quand il y avait un problème dans le foyer, Eddie allait parler à l'homme et moi, j'allais parler à la femme. Quel beau binôme. Oui, alors c'est comme ça qu'on a travaillé tout le temps, Eddie et moi. On a fait les choses ensemble. Et je n'ai jamais vu un conflit entre les deux. D'accord. Donc, tu as, dès le départ, épousé le ministère de ta femme, de ton mari, pardon. Voilà, hein. oui, Voilà. Oui, absolument. OK, donc après cette belle introduction, hein, voilà, revenons donc sur ce que j'annonçais tantôt. En quoi consiste le ministère de la femme? Bon. Le ministère de la femme, ou pour les femmes, c'est de les élever, de les faire comprendre qu'il y a de la place dans l'Église pour elles. Pour elles. Okay. Il y a une place spécifique pour chacun de nous et chacune de nous. Okay. Et que, selon l'Épître aux Éphésiens, il y a, et Colosse, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes un en Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que la femme est un petit peu plus... L'homme est ici et la femme est ici. Mais selon la Bible, et selon ce que moi j'ai compris de la Bible, et aussi des écrits d'Ellen White, nous sommes égales. Oui, il n'y a pas de différence. Devant Dieu. Hein? Devant Dieu. Oui, et si c'est comme ça devant Dieu, il faut aussi que ce soit comme ça devant les hommes et les femmes. Alors, je vois mon devoir, c'est de faire comprendre aux femmes qu'elles sont spéciales. Parce que le problème est, Georges, c'est que, par exemple, en Australie, juste 1% des femmes croient qu'elles sont belles. Alors, c'est la même chose chez les femmes adventistes. Mais si on est en Christ et Christ est en nous, il faut qu'on ait un estime de soi. Une belle estime de soi. Voilà, en bonne santé. Sans tomber dans l'orgueil, sans tomber dans le... Voilà, exactement. Alors, je trouve que ça, c'était vraiment... Important. Au commencement, c'était très important de mettre ça. Ensuite, ça, c'était le numéro 1. Ensuite, c'était de les faire... de les entraîner comme leaders. Okay. Parce que j'y voyais, par exemple, quand il y a un comité qui est formé, la plupart, ce sont des hommes. Et on pense toujours aux hommes et pas aux femmes. Et quand je parlais avec les femmes, elles me disent « mais je n'ai jamais été membre du comité, alors je ne sais pas quoi faire ». Alors nous avons plusieurs ateliers. Et un des ateliers, c'est apprendre aux femmes qu'est-ce que c'est d'être membre d'un comité, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Tout à fait. Une petite formation. Oui, voilà une formation de leader. Récemment, il y a peut-être 3 ans de cela, j'ai choisi 10 ateliers pour aider les femmes dans l'église locale afin de mieux travailler dans l'église, de travailler en tant que mère, en travaillant en tant que responsable d'enfants, en tant qu'épouse, et comment aussi partager sa foi avec les autres. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça. Mais il y a aussi une autre chose qui, pour moi, était la chose la plus importante, qui m'a touchée il y a à peu près 7 ans de cela. Parce que ça fait longtemps que je suis dans ce ministère. Alors, il y a 7 ans de cela, en voyageant dans la division, dans toutes les îles, et Australie et Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte que nos jeunes filles, nous sommes en train de perdre les jeunes filles. On a le Pathfinder, je ne sais pas comment on dit ça en français, les éclaireurs, etc., et ceux qui vont plus haut que les éclaireurs. Mais la plupart des directeurs de jeunesse, ce sont des hommes.
D'accord? Okay. Et moi, j'aime les hommes. C'est pas que j'aime pas les hommes, voilà, mais il ne faut jamais oublier qu'une bonne partie de la jeunesse, ce sont des femmes, aussi. Des jeunes femmes. Voilà. Alors, les adolescentes, j'ai trouvé qu'elles s'étaient un petit peu négligées. Alors, j'ai cherché des programmes aux États-Unis qui pourraient répondre à ces besoins. Tout à fait. Et bien sûr, je les ai fait traduire en français. Et pour le premier, ça a été fait ici à Papeete. La vraie beauté. Oui. On a eu, je crois, 85 ou 90 jeunes filles, adolescentes qui sont venues. Et c'est comme ça, à travers toute la division, depuis 7 ans, on fait chaque année un programme pour les jeunes filles. Dans certaines îles, les îles Solomon par exemple, les Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée, les jeunes filles, les adolescentes sont violées, sont violentées. Elles donnent naissance de bébés même à 12 ans. Oui. Et je viens de sortir de Vanuatu il y a à peine 3 semaines de cela. Il y a une jeune fille qui a mis naissance à un enfant, qui a donné naissance à un enfant, et elle a mis dehors. C'est triste. Et en Vanuatu, ça arrive très souvent. Mais je ne voulais pas que ça arrive à aucune de nos filles. Ah, oui. Mais malheureusement, ça arrive. Alors, il faut les apprendre comment se respecter elles-mêmes. Tout à fait. Et aussi à se voir belles et qu'elles aient des dons et des talents. Qu'elles ont de la valeur. Oui, l'estime de soi. Voilà, tout à fait. Parce que le monde nous voit d'une certaine manière, mais Dieu nous voit d'une autre manière. Alors, dans on fait il y a 4 programmes dans cette série, la série vraie qu'on appelle. Il y a la vraie beauté, les vrais amis, le vrai amour et moi, la véritable. Alors, ces 4 programmes, ça change la vie de ces jeunes filles-là. Et j'ai vu, parce que à la fin de chaque programme, elles écrivent qu'est-ce qu'elles ont pensé de ce programme. Les filles qui ont 17, 18 ans disent « Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas donné ça quand j'avais 13 ans ?» Tout à fait. Alors, au moins maintenant, je crois que ça, c'est quelque chose que moi, je laisse, qui n'était pas fait avant que moi, j'ai pris la relève. C'est un bel héritage pour nous. Mais il faut toujours continuer. Oui, oui. Alors, je trouve que... Mais il y a une chose que moi, je n'ai pas aucun contrôle dessus, c'est les garçons. Tu peux enseigner aux jeunes filles de se respecter, mais il faut aussi que les garçons se respectent eux et respectent les filles. Donc, il n'y a pas de ministère en faveur des garçons et des hommes? Non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais voulu le faire, mais malheureusement... Peut-être qu'il va naître, ce ministère va apparaître, hein, on ne sait pas. J'espère, parce que je suis en parlant avec la femme qui a écrit ces 4 programmes, je lui ai demandé, est-ce que tu ne peux pas faire pour les garçons aussi? Parce que... elle m'a dit, je veux le faire, mais ça fait 3 ans, puis ce n'est pas encore fait. Bon. Mais j'espère, avant que je prenne ma retraite à la fin de l'année, que le programme va sortir. Voilà. OK, donc voilà un petit peu en quoi consiste donc le ministère de la femme. Hein? Oui. Donc maintenant, est-ce qu'on peut parler des autres actions, des actions que tu as pu mener dans le passé? Quelles sont les actions qui sont menées en ce moment et quelles sont les actions futures, sachant que le futur pour toi, officiellement en tous les cas, c'est à la fin de l'année. Oui. C'est un futur proche. C'est un futur proche, ça arrive trop vite. Voilà. Oui, alors jusqu'à la fin de cette année-ci, je me consacre seulement à former les femmes qui vont prendre ma place dans les églises locales et dans chaque mission afin de toucher ces jeunes. Parce que quand moi je pars, je ne sais pas qui va prendre ma place à la division, je ne sais pas quelles seront ses priorités, mais je ne veux pas que ça cesse dans les missions. Oui, tout à fait. Alors, je forme pendant 3 jours et puis ensuite, ensemble, nous faisons un programme pour les jeunes filles. Ça, c'est une chose que je veux à tout prix que ça continue. L'autre, c'est la violence domestique. Parce que je vais te dire, Georges, il y a quelques années de cela, j'étais dans une des missions. J'avais 147 adolescentes de 13 à 18 ans. Pour un séminaire. Pour un séminaire de jeunes filles. J'ai donné un sondage à remplir. Des 147,
est-ce que tu fais un guesstimé, combien de penses seraient violentés? Enfin, j'ai triché un peu. Je sais que c'est 98%. C'est 98%, voilà. Et c'est terrible, ça, Georges. C'est inimaginable. Chez nous. Chez nous, les adventistes. Des filles adventistes. Qui prônons l'amour. Voilà. Mais c'est à ce moment-là que finalement, l'administration a compris que c'était un problème. Oui. Parce que quand j'en ai parlé avant, ils me disent « Ah non, ça n'existe pas chez nous. » Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. C'est pas noir sur blanc. Voilà, tout à fait. Alors, j'avais ça maintenant. Puis j'avais fait aussi pour les femmes qui faisaient le leadership avec moi, le mentorat, etc. Dans la même île, il y avait à peu près 100 personnes, je crois. Oui. 67% de ces femmes qui sont des leaders dans l'Église étaient aussi victimes de violences domestiques. Alors, quand j'ai raconté ça à l'administration de la division, finalement, ils m'ont cru. Mais même à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts à faire quelque chose. Oui. Je dis, mais il faut faire quelque chose. Là, hein? Voilà, parce que c'était un choc. Comment ça se fait que ça arrive chez nous? Il y avait une en dehors, d'accord, voilà. Oui. En dehors, c'est d'accord, mais chez nous. Non, on a tout mis en place pour que ça ne se passe pas. Voilà. Alors, quand ils ont finalement compris que ça existe, ils ont mis un comité ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça fait maintenant 3 ans que le comité se réunit, réfléchit. Et là, au dernier comité, j'ai dit aux autres membres, je dis, ça fait maintenant longtemps, ma retraite avance très vite et j'ai peur que rien sera commencé à être fait avant que je parte. Alors, mon rêve, c'est que quelque chose de solide sera fait partout. Et ce dernier sabbat, le 4e sabbat du mois d'août, dans le monde entier, c'est le End It Now. Ça suffit. Ça suffit. Les adventistes disent non à la violence. Voilà. Si tout le monde est converti, qu'il se donne à Dieu, qu'il demande à Jésus d'être vivre en lui, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le caractère est changé. Le caractère est changé automatiquement. Automatiquement. Ouais. Alors, je veux voir cette différence dans mon Église. Je veux la voir en moi, en tout le monde. Oui. Et de façon concrète. Voilà. Que la violence disparaît complètement. Je ne sais pas si je rêve ou... mais c'est un objectif à atteindre en tous les cas. Il faut tendre vers cet objectif-là. Hein. Il faut absolument dire non à la violence, sous quelque forme que ce soit. Hein. Absolument. Voilà. On ne peut pas accepter. C'est inimaginable que ça existe dans l'Église de Dieu. Ce n'est pas possible. Par rapport à End It Now, est-ce que tu connais depuis quand, est-ce que tu sais depuis quand End It Now a été mis en place, a été voté au niveau de la conférence générale, voilà, qui étaient qui a impulsé End It Now? C'est le ministère de la Femme qui a commencé, mais c'est supposé être tous les départements ensemble. Oui. En 2005, on a commencé avec la journée, en 2002 je crois, on a commencé avec la journée de mois d'août. Mais ce n'était pas à End It Now à ce moment-là, c'était la prévention de la violence, ça s'appelait. C'était toujours le 4e sabbat de mois d'août. Et petit à petit, on avait inclus tous les départements. C'était bien sûr les femmes, les enfants, la jeunesse, la famille, école de sabbat même, tous ces départements. Et si tu regardes la lettre qui est écrite aux églises, tous ces départements sont listés. Voilà, sont concernés. Voilà. Alors, ce n'est pas seulement les femmes qui doivent être incluses dedans, qui doivent le faire. Tout le monde ensemble. Malheureusement, même encore aujourd'hui, pour la plupart du temps, ce sont les femmes qui le poussent parce que les victimes, c'est plutôt les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont victimes parce que leur épouse les frappe, mais c'est beaucoup moins que les femmes. Mais ma prière pour notre Église, c'est que tout le monde se mette ensemble et qu'on fasse le combat contre ce fléau. Parce que de la violence. Hein.
Que ce soit physique, que ce soit verbal, oui, peu verbal, importe même la violence. spirituel. Il y a le combat spirituel aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. OK. Est-ce que tu sais comment, sous quelle forme, dans le Pacifique en tous les cas, hein, ou ailleurs peut-être, sous quelle forme End It Now est vécu par les autres églises adventistes, oui, tu adventistes, oui. Pareil comme on avait fait ce sabbat. D'accord. Peut-être pas aussi organisé par toutes les églises en même temps, parce que ça, chapeau alors, hein, ici à Polynésie française. Par exemple, aux îles Solomon, les femmes et les hommes et les enfants font une marche avec les grands panneaux, on dit ça des panneaux, des pancartes, voilà. Etc., au nom d'église. D'accord. On fait aussi les sermons et puis il y a aussi des activités dans l'après-midi, comme vous avez fait ici. Voilà. Et dans le monde entier, ce jour-là est dédié à ça. Alors, toutes les églises doivent le faire. Oui, voilà. Si nous faisons ça tous les ans, chaque année, petit à petit, ça va passer. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas se lâcher. Alors, je pense qu'en tant que responsable, particulièrement ici en Polynésie, tu as dû entendre. Tu as dû entendre des échos favorables et défavorables. On ne fait pas des choses comme ça le sabbat. Oui, voilà. Quel est ton sentiment, ou bien quelle est la position de l'Église adventiste mondiale par rapport donc à cette marche qui a organisé le sabbat? Très favorable. Très favorable. Très favorable. D'accord. Quel meilleur jour, parce que nous sommes tous là, nous sommes tous libres le sabbat. C'est peut-être le seul moment de la semaine que tu peux avoir tout le monde. Et ça va faire une différence. Les personnes qu'on a vues sur la route sabbat, j'ai marché avec l'église d'Aroué. Eh bien, les gens passent dans les voitures et ils voient. Bien sûr, ils regardent. Voilà. Ils voient des gens de toutes les couleurs. Il y avait même des politiciens, des anciens politiciens qui étaient avec nous. Tout le monde a été le bienvenu. Et ça s'est fait un petit peu partout dans la Polynésie française. Plusieurs églises. Plusieurs églises, plusieurs îles de la Polynésie française. Et quand tu penses à Georges, ça se fait dans le monde entier. Dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, toutes les îles du Pacifique, même en Afrique, ça se fait. C'est un message fort quand même que les adventistes envoient au monde. Hein? Oui, voilà. OK. Eh bien, quels seraient pour toi tes regrets, s'il y avait des regrets à exprimer avant donc de finir notre émission d'aujourd'hui? Si toutefois il y aurait des regrets. Ah oui, il y a des regrets. D'accord. Peut-être des choses qui n'ont pas abouti, des projets qui n'ont pas abouti. Voilà. Oui. Bon, ça va peut-être être mal pris, mais je crois qu'il faut que je le dise. Quand même. Voilà, je le dis quand même. Vous pouvez le couper si vous voulez. Non. Mon souci, c'est que aujourd'hui, après la conférence générale de 2015, il y a eu de la malcompréhension de ce qui s'est passé en 2015. Dans certains endroits de notre division, on ne donne plus aucun poste important aux femmes. D'accord. Et même dans le ministère de la femme, il y a des hommes qui sont en charge du ministère de la femme. Ça me fait mal au cœur de voir, parce qu'il y a un président qui m'a dit qu'il n'y a pas assez de femmes pour prendre la relève. Et je lui dis, c'est pas possible parce que j'ai fait, je ne sais pas combien de formations pour les leaders, et surtout dans son pays à lui. Alors, je lui ai dit, alors, si ce n'est pas vrai, ça veut dire que tous mes efforts sont nuls. Voilà, tout à fait. Il m'a dit, non, Arna, il ne faut pas dire ça. Je dis, si tu trouves qu'il n'y a aucune femme capable de prendre la relève du ministère de la femme, et il faut que tu mettes un homme à la place. C'est le comble. C'est le comble. Et je lui ai dit aussi, il faut réfléchir bien, parce que dans son pays, 50% des femmes sont violées, et plus que 70% sont violentées d'une manière ou d'une autre. Je dis, une femme qui est victime de la violence domestique ne viendra pas vers un homme pour avoir de réconfort. Tout à fait. Je dis, et c'est vrai, ce qui s'est passé depuis que ça s'est passé dans son pays, eh bien, le ministère de la Femme est en train de mourir. Et ça me fait de la peine. Tout à fait. Dans un autre, il y a 8 régions dans le pays. Et chaque région, c'est comme vous avez des secteurs, 1, 2, 3, etc. Là-bas, c'est ça on appelle les régions. Okay. Il y a 8. Des 8,
il y a 7 qui ont un homme à la tête du ministère de la femme. Alors ça n'a aucun sens pour moi. Non. Alors, je prends ma retraite à la fin de l'année. Avec ça en tête, est-ce que j'ai failli quelque part? Oui. Bon. Mais je parlais avec la directrice du ministère de la Femme à la conférence générale qui m'a dit, Erna, non, c'est pas toi. C'est les administrations qui ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, alors, ça me fait très mal au cœur. OK. Alors, donc, voilà un petit peu pour les regrets. Hein, voilà. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais dresser un bilan de ta... Ça fait combien d'années? 10 ans? 17 ans? Ça fait presque 10 ans que je suis ici à la division. Hein. Voilà. Donc, est-ce que tu peux faire un bilan? Est-ce que tu as eu des retours de terrain? Est-ce que tu as des choses à améliorer, bien sûr? Hein? Et donc, voilà. Et pourquoi aussi tu voudrais prendre ta retraite? D'accord. Voilà. On va commencer avec le bilan. Je vois une différence énorme dans les églises qui utilisent les femmes pour n'importe quel poste. Il y a un équilibre dans cette église. On a besoin d'entendre la voix des hommes, les femmes et aussi les enfants. La jeunesse. Voilà, la jeunesse. On dit toujours les jeunes, c'est l'église du futur. Mais non, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Alors, je vois les femmes qui n'ont plus peur maintenant de prendre un poste parce qu'elles ont été formées. Et ça me fait plaisir. Je vois des femmes qui ont compris quels sont leurs dons et leurs talents et qui n'ont pas peur de dire « je ne peux pas faire ceci parce que je ne suis pas douée pour, mais je suis prête à faire cela. Voilà. » Et moi aussi, c'est comme ça que j'ai appris que maintenant, je peux dire non à mon mari quand il veut me placer quelque part où je ne suis pas douée. Mais s'il n'y a vraiment personne d'autre, je le fais, bien sûr. Alors ça me fait plaisir. Ce n'était pas avant. Je vois aussi les jeunes filles qui n'ont plus peur maintenant de dire « je suis belle ». Mais pas avec une fierté et orgueil, mais parce qu'elles savent qu'elles ont été créées par Dieu à son image. Tout à fait. Quand tu es créé à l'image de Dieu, tu ne peux pas dire « je ne suis pas belle ». Alors ça, je crois que ça, c'est probablement les choses les plus... mais qui me semblent les plus chères, que je vois la différence. Et ici, en Polynésie française, ça fait 19 ans que je viens chaque année et je vois la différence qu'il y a... À l'époque? À l'époque, pour la première fois quand je suis venue, et aujourd'hui. Les femmes qui participent dans l'évangélisation, qui font des petits groupes avec des études bibliques, parce que je leur ai donné plusieurs séries d'études bibliques en français. Et en PowerPoint, elles peuvent faire ça, utiliser ça pour les petits groupes, etc. Alors ça, c'est vraiment une chose que je suis fière d'avoir laissée derrière moi. Et qu'est-ce que c'était la dernière partie de la question, je ne me rappelle plus. C'était la retraite. La retraite, ah oui. Pourquoi Erna prend sa retraite? Dans l'Église, il y a une période où tu es élu. Les 2 dernières années, on m'avait donné un contrat de 2 ans. Mon contrat se termine à la fin de l'année. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que Erna va s'arrêter de travailler. Amen. Erna sera plus payée, mais elle va toujours faire. Parce que si tu as une passion, tu ne peux pas t'arrêter. Ce n'est pas possible. Surtout que ta passion a commencé toute petite. Voilà. Exactement. Ça fait partie de moi. Tout à fait. Il dit, il se moque un petit peu de moi parce que quand je dis « mes femmes », alors quand je dis « mes femmes », c'est toutes les femmes adventistes dans le Pacifique Sud. Alors il rit, tu as beaucoup de femmes, c'est vrai. Parce que je me sens comme je suis leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, tout ce que tu veux. Elles sont mes responsabilités. Et je prends ça très au sérieux. OK. Eh bien, Erna, merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous ici en Polynésie française. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, le mot de la fin? Une pensée, une parole pour nos femmes, pour nos jeunes filles, pour nos mamans? Premièrement, je vous aime beaucoup. Je vous garde toujours dans mon cœur. Ne lâchez pas. Faites la volonté de Dieu. Apprenez qui vous êtes, comment vous pouvez utiliser vos dons et vos talents, et Dieu vous bénira.
et vous serez heureuse. Et quand il reviendra, on se verra. Voilà, amen. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, nous étions donc sur le plateau édition spéciale et c'était Erna Johnson qui était notre invitée spéciale aujourd'hui. Au revoir. Thank you.